Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin où l'on rencontre dans le cadre du cours Plan de perfectionnement en sciences de la santé des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Louis-Nicolas Veilleux, qui est coordonnateur du Centre d'analyse du mouvement de l'hôpital Shriners pour enfants à Montréal et professeur associé au département de chirurgie de l'Université McGill. Avant cela, il avait complété son doctorat en contrôle moteur à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal. Depuis, il a publié une quarantaine d'articles dans des revues révisées par les pairs et réalisé une dizaine de conférences internationales comme conférencier invité. Bonjour Louis-Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir accepté de discuter avec les étudiants de l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de ton parcours et de ton emploi actuel. D'ailleurs, pourrais-tu nous parler de ton emploi actuel aux Shriners? Oui, donc je suis le coordonnateur du Centre d'analyse du mouvement de l'hôpital Shriners pour enfants de Montréal. Je suis aussi professeur associé au département de chirurgie. Je suis associé à la division de chirurgie expérimentale à l'Université McGill. D'accord. À quoi ressemblent tes tâches là, au quotidien, au jour le jour? Oui, au niveau de mon travail, je porte plusieurs chapeaux, en fait. Je fais une portion administrative, je fais un niveau académique aussi, un petit peu de travail clinique, puis au niveau de la recherche. Donc, au niveau administratif, je vais coordonner les activités du Centre d'analyse du mouvement. Donc, c'est vraiment un laboratoire d'analyse de la marche et on fait aussi de la médecine sportive à l'intérieur du Centre d'analyse du mouvement de l'hôpital Shriners. Est-ce que Donc, c'est je sportif super... pour enfants aussi ou c'est sportif en général? Ouais, non, c'est l'hôpital est uniquement pédiatrique, donc D'accord. on voit les enfants jusqu'à 18 et ben parfois jusqu'à 21 ans parce que c'est OK. un hôpital basé aux États-Unis au départ, donc D'accord. on étend un petit peu au-delà de 18 ans. Donc au quotidien, je supervise le travail des employés qui effectuent les analyses. Il y a deux ingénieurs, pardon, il y a deux physiothérapeutes, un ingénieur, puis une adjointe administrative qui travaille avec moi. Donc, on doit travailler la coordination de toute cette équipe. On développe des nouveaux services parce que parfois, les chirurgiens ont besoin de certaines analyses qui ne sont pas déjà présentes. Donc, D'accord. ça fait partie de notre quotidien Donc, un à peu de l'hôpital Shriners. programmation. Pardon? Un peu de programmation alors, c'est Ouais, ça? c'est ça exactement. Donc, on a un ingénieur, c'est en partie pour cette raison-là. D'accord. On est très content de l'avoir d'ailleurs. Ça fait pas si longtemps qu'il est avec nous, mais c'est une belle acquisition. Au niveau académique, je supervise des étudiants gradués. J'avais récemment quatre étudiantes à la maîtrise, puis OK. ils ont tous terminé. Je Félicitations. suis rendu maintenant avec une co-direction avec une étudiante au doctorat. Donc, je m'assure que leurs travaux amènent à des publications, entre autres choses, s'assurer que la thèse est complétée dans les temps impartis, ce qui n'était pas nécessairement évident avec la COVID. Il a Uh-huh. fallu s'ajuster assez rapidement pour certaines de ces étudiantes-là, que leurs projets ont dû être arrêtés et donc trouver des nouveaux projets à Réorienté. réaliser en l'espace de quelques mois. Donc, ça a Uh-huh. été tout un défi, mais ça s'est finalement bien passé. Au niveau clinique, étant kinésiologue et comme on fait de la médecine sportive, moi, je fais des évaluations avec des patients qui ont eu des reconstructions du ligament croisé antérieur. Donc, on fait des évaluations sur le dynamomètre isocinétique. OK. Donc, moi, c'est mon rôle clinique à l'intérieur du laboratoire de faire ces analyses-là. Pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer en deux ou trois mots ce que c'est le dynamomètre isocinétique? Oui, donc c'est une machine qui permet d'évaluer la force des muscles. Entre autres, nous, on évalue le quadriceps et les ischio-jambiers parce que D'accord. c'est les muscles principaux au niveau du genou, donc les fléchisseurs et extenseurs du genou. Donc, on évalue la force 6 mois post-opératoire OK. chez ces patients-là pour vérifier que la symétrie entre les deux côtés s'est résorbée. Puis je vous dirais qu'à 6 mois, souvent, c'est pas le cas. Donc, D'accord. ça permet au physiothérapeute de mieux guider son intervention puis faciliter la réadaptation dans les dernières semaines du processus. Mhm.
Puis finalement, au niveau de la recherche, ben, mon travail, ça se situe vraiment au niveau de l'écriture des demandes de subvention, puis la rédaction d'articles scientifiques basés sur les travaux de recherche qui sont réalisés au sein du Centre d'analyse du mouvement. Il a l'air d'avoir énormément de choses à gérer. Ça semble être un travail très diversifié. Qu'est-ce qui t'avait amené à choisir ce type d'emploi-là? Oui, en fait, c'est un petit peu, pas par hasard, mais il y a vraiment une petite portion de chance dans tout ça. Uh-huh. Puis, Moi, j'appelle ça de l'opportunisme. oui, oui, effectivement, c'était très opportuniste. Donc, quand j'étais au doctorat, la recherche que je faisais avec le professeur Luc Proto, c'était chez les individus en bonne santé. Mhm. Et puis, je trouvais que, bien que j'adorais la recherche que je faisais, je trouvais que ça manquait un petit peu d'impact concret au niveau de la société. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai décidé de prendre un cours au département de réadaptation de l'Université de Montréal. Puis, c'est un cours sur les troubles musculo-squelettiques et euh, neuromoteurs, donc, excusez, pardon. Et donc, c'est vraiment un cours qui a allumé une flamme chez moi, qui m'a vraiment très intéressé. Puis, je voyais là, concrètement mon doctorat qui pouvait s'appliquer à des populations cliniques. Et donc, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la réadaptation physique puis aux troubles musculo-squelettiques. Et ben, je me suis acheté une maison, j'ai eu un enfant et j'avais besoin d'argent. Donc, j'ai appliqué sur un poste à l'hôpital Shriners qui était affiché sur l'Internet. Et avant même d'avoir complété mon application, j'ai reçu un coup de fil de l'hôpital pour me passer en entrevue. OK. Et j'ai pas eu le poste pour lequel j'ai appliqué. C'était un poste comme assistant de recherche au niveau pharmaceutique. Il y a souvent des études pharmaceutiques au sein de notre hôpital pour développer des médicaments pour les jeunes enfants qui ont des Mhm. troubles osseux rares, dont l'ostéogenèse imparfaite. Donc, c'est ça. Donc, j'avais pas nécessairement le bon profil, mais l'idée de tout ça, c'était vraiment, bon, d'une part, d'avoir un salaire pour payer ma maison puis prendre soin de Faut mon essayer. enfant. Mais l'idée aussi, c'était d'ouvrir des portes pour élargir mes opportunités d'emploi une fois que mon doctorat serait fermé. Je voyais dans le domaine pharmaceutique une possibilité pour moi d'avoir un emploi autre qu'au niveau académique, si au Mhm. niveau académique, ça fonctionnait pas. Et puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que le pédiatre qui avait mis l'offre d'emploi avait des fonds de recherche suffisants pour m'offrir un emploi à 4 jours par semaine comme assistant de recherche, mais lui, il avait accumulé plusieurs données en musculo-squelettique au fil du temps avec ses patients, puis il n'y avait jamais personne pour analyser ces données-là. Alors, mon profil de kinésiologue était parfait pour lui. Et donc, c'est comme ça que ma collaboration a commencé là-bas. J'ai commencé comme assistant de recherche pendant 1 an. On a été vraiment très productifs, Dr. Frank Crouch et moi-même. En 1 an, j'avais déjà doublé le nombre d'articles que j'avais publiés. J'avais 6 articles, 3 de mon doctorat, mais 3 aussi publiés durant l'année que j'ai commencé à travailler là-bas. Donc, le pédiatre avec qui je travaillais m'a offert de faire mon post-doctorat avec lui. C'est un petit peu comme ça que je suis arrivé à mon emploi. Donc, avec mon post-doctorat, j'ai travaillé à l'hôpital aussi, au centre de réadaptation Marie-Enfant, où il y avait un centre d'analyse du mouvement similaire à celui qu'on a aujourd'hui à l'hôpital Mhm. Shriners. Donc, pendant 4 ans, je me suis formé à l'analyse du mouvement là-bas. Et lorsque l'hôpital Shriners est déménagé au nouvel emplacement, qui est au Glen, à côté du CUSUM, on a construit à l'intérieur de cet hôpital-là un centre d'analyse du mouvement. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a engagé à titre de coordonnateur du centre. Donc, ça fait maintenant 7 ans que je suis coordonnateur associé. D'accord. Et donc, si je comprends bien, tu as bâti t'as pas bâti physiquement, mais tu as bâti le laboratoire associé. J'imagine que en ce sens-là, tu te sens un peu acteur de changement à l'intérieur de ton milieu de travail. Oui, définitivement. Donc,
tu dis physiquement que j'ai pas construit, mais c'est pas loin de ça. Ah oui, d'accord. Quand on est en recherche, Euh, on fait tout finalement. ouais, c'est ça. Donc, quand je suis arrivé, en fait, il y avait rien dans la pièce où on se trouvait. Les trous pour les plateformes de force avaient même pas été creusés. Donc, D'accord. malgré on les avait avertis, on leur avait demandé, mais bon. Donc, réellement, on est parti de zéro. Il a fallu que j'achète tout l'équipement nécessaire pour faire le laboratoire, puis les Mhm. analyses avec le système optoélectronique, les plateformes de force, les systèmes EMG. Donc, on est parti avec ça. On était un employé et demi avec moi pour m'aider à partir de tout ça. Et par la suite, il a fallu développer les services pour les chirurgiens. Donc, évidemment, l'analyse du mouvement, c'est beaucoup développé par l'analyse des enfants avec la paralysie cérébrale. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui était quand même assez bien établi dans la littérature. Mais à l'hôpital Shriners, on fait beaucoup de patients avec des pathologies différentes qui sont souvent rares et pour lesquelles les chirurgiens ont des expertises très pointues. Et donc, il fallait développer des nouvelles analyses ou utiliser des nouveaux modèles cinématiques pour satisfaire aux besoins des chirurgiens. Donc, au fil des 7 années, on a développé ces services-là pour vraiment améliorer les soins aux patients, puis faciliter le plan de traitement que les chirurgiens planifient pour ces patients-là. Donc, ce que j'entends, moi, par rapport à ce que tu nous décris depuis le début, c'est que ça prend une sorte d'adaptabilité, de versatilité ou flexibilité plutôt, pour pouvoir travailler dans un poste académique finalement. Est-ce que c'est des compétences que tu dirais que tu as acquises durant tes années d'études ou tu en as plutôt acquises d'autres là, qui te sont encore utiles? Oui, évidemment, il y a plusieurs compétences que j'ai acquises durant mon doctorat. Entre autres, je pense que j'ai développé beaucoup mon autonomie. Professeur Proto me laissait beaucoup d'espace pour créer mes propres projets, Mhm. tester moi-même, organiser mon horaire de travail et tout ça. Donc aujourd'hui, ça, c'est vraiment quelque chose qui me sert beaucoup, étant donné que pendant quelques années, j'étais seul au département où je travaille. J'avais pas tellement de supervision, donc Mhm. il a fallu que je bâtisse un peu tout ça par moi-même. Donc cet aspect-là a été très, très important dans la démarche. Est-ce que tu dirais que tu es le Euh, même type de professeur, toi, aujourd'hui? Euh, je- Euh, Pas tant, en fait. Professeur Proto était quelqu'un de très rigoureux. Mhm. Évidemment, la rigueur, c'est quelque chose aussi que j'ai gardé de cela. Je suis peut-être un petit peu plus flexible. Mhm. Puis, je valorise peut-être un petit peu plus aussi la collaboration. Mhm. Donc, ça, en fait, c'est quelque chose que je pense que j'aurais pu pas nécessairement améliorer par moi-même, mais je pense que si j'avais eu plus d'opportunités de créer mon réseau de contacts lors de mon doctorat, ça aurait facilité euh, mon entrée dans le marché du travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais aux étudiants de pas simplement rester cloîtré avec son directeur, Mhm. mais essayer de trouver des opportunités d'aller collaborer avec d'autres chercheurs, soit du département ou avec, si on est dans le domaine de la santé, avec des médecins, par exemple. Par Ça des peut, stages ou, ou ouais, c'est en ça, faisant des des... stages, des petits projets de recherche, là, ou l'écriture d'un article de revue, par Mhm. exemple. Ça peut être des opportunités intéressantes. Puis au-delà de développer des compétences complémentaires à votre parcours normal, Mhm. ben, ça permet de développer le réseau Oui. aussi. Puis pour les demandes de bourses et subventions, c'est souvent un critère qu'ils vont regarder si on a participé à d'autres projets que son projet de recherche. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à valoriser dans son parcours, de collaborer avec d'autres. Donc, si j'entends bien, c'est de prendre en charge soi-même le fait d'aller à l'extérieur du département, d'aller à l'extérieur d'au moins son laboratoire, question d'aider à former son réseau de contacts parce que c'est un peu quelque chose qui nous appartient finalement.
Oui, exactement. Par exemple, moi, j'ai souvent des étudiants de médecine de l'Université McGill, mais aussi de d'autres universités qui me contactent pour savoir s'il y a des opportunités de justement travailler sur un petit projet. Mhm. Donc, ça fonctionne bien. J'ai rédigé et publié 2 articles avec des étudiants de médecine, mais c'est eux qui ont établi les premiers contacts, qui ont D'accord. démontré de l'intérêt envers la recherche qu'on faisait dans mon centre, dans le centre où je travaille. Mhm. Donc, oui, je dirais que c'est peut-être plus facile d'y aller par soi-même que d'attendre l'opportunité se présente à nous. Tout à fait. Je trouve que c'est un excellent conseil à donner aux étudiants actuels. L'entrevue tire déjà à sa fin, Louis-Nicolas. Est-ce que, j'aime ça poser cette question-là à la fin de l'entrevue, est-ce que tu as des anecdotes de ton passage à l'EXAP qui te reviennent en tête aujourd'hui par rapport au passé? Oui, ben j'ai passé en fait tout mon cursus à l'Université de Montréal à l'école de kinésiologie. Donc j'ai plusieurs anecdotes qui me reviennent en tête. Il y a beaucoup de Pas mémoire. nécessairement toutes à raconter ici aujourd'hui. Faut rester Euh, civil ici. ouais, c'est ça exactement. Mais j'aimerais juste rajouter, j'ai été pendant quelques années président de l'association étudiante des cycles supérieurs du département de kinésiologie. Puis je trouve que c'est aussi une autre bonne opportunité de développer Mhm. des compétences connexes à son parcours académique. Donc, tu Tout à sais, fait. il fallait diriger des assemblées, gérer un budget, organiser des activités. Donc, ça aussi, ça m'aide beaucoup aujourd'hui parce que c'est le travail que je fais en réalité, là. Mhm. Donc, de plus grande envergure aujourd'hui que c'était à ce moment-là, là. Les budgets sont pas nécessairement les mêmes. Euh, Peut-être Évidemment. aujourd'hui, je gère 100 fois plus d'argent que j'en gérais dans le temps, mais Mais il quand faut même, je commencer pense quelque part. c'est ça exactement. Il faut bien commencer quelque part. Donc, réellement, la petite anecdote que j'ai à raconter aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai commencé ma maîtrise, on était seulement 2 étudiants. Il y avait un étudiant de doctorat, il y avait moi-même avec Luc Proto comme directeur de recherche. Et puis, c'était le premier cours qu'on avait sous sa direction. Et on avait 2 articles de fond très pesants avec une trentaine de pages à critiquer et présenter devant lui. Et j'étais à la salle de bain avec mon collègue et on était en train de discuter que les articles étaient quand même complexes à synthétiser et critiquer. Je dis à mon ami ou à mon collègue qu'en réalité, Luc devrait être euh, pardon, j'ai Conciliant. conciliant, voilà, merci. Et parce que c'est le premier cours, puis c'est des articles qui sont difficiles. Et à ma grande surprise, la porte de la salle de bain s'ouvre derrière moi, la porte de la toilette s'ouvre derrière moi. C'est Luc Proto qui sort et il dit Évidemment. avec un air un petit peu froid, je compterais pas trop là-dessus. Pour ceux Et qui donc connaissent c'est la Dr première fois Proto, que ça lui comment? ressemble. Pour ceux qui connaissent Dr Proto, ça Ouais. étonnera pas beaucoup. Mais tout ça pour dire que finalement, tout s'est bien passé. Effectivement, il n'a pas été si conciliant. Mais c'est correct parce que c'est important de se faire dire les vraies choses pour Mhm. avancer dans la vie. Puis ça, c'est un côté de professeur Proto que moi, j'appréciais beaucoup, là, la Mhm. franchise. Ouais. Si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la réalité, c'est difficile de progresser. Alors avec Luc, c'était quelque chose qui était au clair, puis c'était Mhm. facile de communiquer avec lui pour ces raisons-là. J'avais eu la chance d'être également quelques années avec Dr Proto et je peux confirmer que rigueur est probablement le terme qui le représente le mieux. Je rappelle que je rencontrais Louis-Nicolas Veilleux qui travaille comme coordonnateur du centre d'analyse du mouvement de l'hôpital Shriners pour enfants de Montréal et professeur associé au département de chirurgie de l'Université McGill. Merci Louis-Nicolas d'avoir participé à l'entrevue. Merci à toi, Benjamin. C'était une très belle expérience. Merci. Et pour tout le monde à la maison, je vous souhaite une très très bonne journée.